N'est-ce pas, je me présente, je suis Christelle Dalérac, je suis naturopathe et aussi l'auteur d'un guide pratique sur le surpoids et les émotions qui s'appelle Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Donc voilà, ce soir, eh bien, ensemble, nous allons aborder une thématique un peu particulière puisqu'on va parler des émotions, on va parler de l'alimentation, mais vous allez voir que certaines personnes, dont un médecin, Olivier Soulier, a travaillé sur la symbolique des aliments. Et on va voir que ça peut nous donner des pistes de travail sur comprendre pourquoi éventuellement on a un surpoids et que racontent les aliments sur éventuellement des émotions dont on n'a pas encore conscience. Et ça va être la thématique de ce soir. Alors, je tenais à vous préciser, avant de commencer, qu'avec le mauvais temps, eh bien, j'ai une connexion Internet qui n'est pas complètement stable. Donc, peut-être que, et je l'espère qu'il n'y aura pas de coupure, mais si c'était le cas, ne vous inquiétez pas, restez connectés. Moi, je referai la manipulation pour vous rejoindre, à moins que ça serait plus important, mais normalement, ça doit le faire. Donc, ce qui est important, pourquoi je fais des webinaires gratuits, puisque je consulte, il y a le guide qui est à vendre, c'est aussi dans la démarche que beaucoup de gens et beaucoup de femmes cherchent à mincir. Et pour l'instant, malgré qu'on commence à prendre conscience que le stress fait grossir, certains états émotionnels peuvent participer aussi au dysfonctionnement du corps et aussi à un équilibre de l'assiette qui n'est peut-être pas propice à pouvoir mincir, eh bien même si on en a conscience, je me rends compte à l'heure d'aujourd'hui que c'est pas encore clair ces histoires d'aliments et d'émotions, que ça fait tellement longtemps qu'on nous srine avec les régimes, que ça peut être difficile de changer d'attitude par rapport à l'écoute de soi, par rapport à ses besoins, et de penser qu'il y a autre chose qui existe. Mais alors, c'est pas fulgurant comme les régimes qu'on vous propose, où des fois, on va vous mettre à la diète pendant plusieurs semaines. Alors, oui, les régimes, ça marche sur du court terme, c'est-à-dire très rapidement. Si vous vous mettez à la diète, si vous vous affamez, bien sûr, vous perdrez du poids rapidement, mais vous créez un traumatisme quand même physique et psychologique qui fait que quelques semaines ou quelques mois après, eh bien, vous reprenez tout ce que vous avez perdu. Je pense que ça doit vous parler. Et en plus, des fois, vous avez droit à un supplément avec. Et pour l'instant, c'est vrai que de se dire que c'est pas par un régime qu'on va mincir, qu'il faut être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses émotions, ben, c'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos habitudes. Donc l'idée aussi de partager avec vous ces informations parce que ça demande aussi de la patience. C'est-à-dire que quand on a envie de changer de tête, on appelle le coiffeur, voilà, ça nous fait plaisir, ça nous ramène du moral, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pour les régimes, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on décide de mincir, souvent on veut que ça soit rapide, efficace. Et on a tendance à se surestimer sur quelques mois et souvent à se sous-estimer sur une année. Mais le résultat, au final, il est négatif pour vous, pour tous les efforts que vous avez faits. Et vous n'avez toujours pas été à l'écoute de vous et vous n'avez toujours pas compris ce qui venait éventuellement émotionnellement perturber votre équilibre de l'assiette. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. Alors, bien sûr, le premier rôle de l'alimentation, c'est de se nourrir pour calmer ses sensations de faim, pour pouvoir faire le plein de réserve, pour rester en vie et avoir une bonne santé. Mais on ne s'en rend pas compte, c'est aussi pour répondre à des émotions. C'est-à-dire, si on s'écoute, nous sommes des êtres d'émotions. Nous fonctionnons au quotidien avec des ressentis qui sont positifs, neutres ou négatifs. Il y a des bonnes et des mauvaises journées. Il y a des journées agréables et d'autres plus désagréables. Et on est fait de ressentis, on est fait d'émotions. Donc, obligatoirement, tout ça, ça impacte notre vie et obligatoirement, ça impacte nos choix. Donc, depuis qu'on est dans le ventre de notre maman, il faut savoir quand même qu'on s'est constitué déjà, nous, en tant que fœtus, avec les nutriments que consommait notre maman. Donc déjà, on a en mémoire, dans nos cellules, une référence, une banque de goûts, d'aliments qui vont aussi nous conditionner, puisque selon les états émotionnels,
notre maman aussi, pendant la grossesse, a plus peut-être consommé du salé, du sucré, et ça a déjà amené un patrimoine affectif ou émotionnel. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Bien sûr, quand je parle d'émotion, je pense que vous allez peut-être vous y retrouver. Regardez, lorsque on doit préparer à manger, rien qu'une chose très très bête, c'est souvent la question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On va demander aux autres de quoi vous avez envie. Donc ça prouve bien que déjà dans nos choix alimentaires, eh bien sans aller dans les émotions profondes comme on va faire tout à l'heure, déjà dans notre quotidien, des fois c'est la croix et la bannière pour se demander ce qu'on va manger parce qu'on ne sait pas au final de quoi on a envie, dans quel état émotionnel on est, et au final, qu'est-ce qu'on va finir par cuisiner. Et des fois même, les gens me disent, c'est compliqué, entre les jeunes qui ont des goûts plutôt sur sucré et choses comme ça, les adultes qui ont d'autres envies, des fois, même au sein d'une famille, on voit bien que c'est les émotions qui gouvernent aussi nos choix alimentaires, puisque personne n'a envie des mêmes choses au même moment, et des fois, ça peut devenir vite un casse-tête chinois, eh bien, pour gérer la préparation. Alors, si on reprend au début, puisque vous parlez en tant que fœtus, il y a quand même beaucoup de recherches qui ont montré combien le goût et l'affect se développent ensemble au moment de la naissance. Premier réflexe, qu'est-ce qu'on fait? Après que le bébé, il est quand même vécu un truc plutôt bousculant pour lui, la naissance, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de le mettre au sein. Et déjà, l'enfant qui va être mis au sein, ou même après au biberon, c'est déjà le premier contact avec ses émotions, le contact avec la maman, avec ce qu'on appelle le réflexe d'attachement. C'est déjà par la nourriture que le contact physique souvent se fait avec son entourage et son environnement. On s'est rendu compte aussi que les nouveau-nés n'avaient pas vraiment le temps que tout le système digestif se mette en place, n'avaient pas comme nous des sensations de faim physique. Ils ont surtout des sensations d'insécurité, et on s'est rendu compte que lorsqu'on nourrissait un bébé, c'est aussi le sentiment de sécurité qui se mettait en place au moment où on lui donnait le sein ou le biberon. Donc déjà, entre alimentation et sentiments et émotions, déjà rien que la sécurité va s'établir grâce à la façon dont on va être présent à nourrir le bébé. Si on est stressé, si on est fatigué, on ne sera pas présent de la même façon. Et l'enfant, lui, ce qu'il recherche aussi à travers cette nourriture physique, c'est aussi la sensation d'être important pour ses parents et de se sentir en sécurité. Donc, on peut dire déjà que l'alimentation est liée à la toute première émotion, ça va être l'attachement et l'amour. Donc, c'est important. Et on verra que certains enfants, si les parents ne sont pas présents à ce qu'ils font lorsqu'ils le nourrissent, ça peut amener des enfants qui vont être frustrés, mais pas que dans l'alimentation, c'est frustré aussi dans leur ressenti vis-à-vis de l'amour. On voit aussi que des fois, lorsqu'on se projette, et ça doit peut-être vous arriver, de voir une recette de cuisine passer, de voir un gâteau, certains goûts, certains aliments peuvent nous provoquer des émotions, comme la Madeleine de Proust, où au final, ça nous rebascule dans un autre temps, dans un autre espace, où ça peut raviver des choses agréables, mais comme ça peut raviver des choses très désagréables. Ou des fois, on va dire, ah non, ça, je ne supporte pas cet aliment-là, ça me rappelle une situation qu'on a vécue. Et donc, c'est pour ça qu'on voit bien que déjà, émotion, alimentation, on ne peut pas vraiment les détacher. Alors, il peut y avoir aussi le dégoût de certains aliments qui, du coup, réveillent des chagrins qui sont rattachés, comme je vous le disais, à de mauvais souvenirs. En fin de compte, la nutrition, ça n'a pas qu'un rôle de nous amener des micronutriments, c'est important pour notre corps physique, mais on va se rendre compte que c'est important pour notre morale. C'est-à-dire que des fois, pour s'apaiser, pour se calmer, pour se récompenser, on va faire appel à l'alimentation. En fin de compte, c'est aussi un remède contre l'ennui, la déprime, les émotions négatives. Du jour où on pense bien faire, mais du jour où, en fin de compte, on donne un bonbon, une sucrerie, autre chose à notre enfant, parce que ça se conditionne depuis qu'on est tout petit, tout ça. Mais lorsqu'on veut faire plaisir, regardez quand on fait un anniversaire d'un enfant, on fait un joli gâteau agréable pour qu'il soit content, pour qu'il soit heureux.
Du coup, on rattache de nouveau un moment agréable avec un aliment. Mais du jour où on donne par exemple un bonbon pour réconforter un enfant qui a eu un chagrin, lorsqu'on va le chercher à la sortie de l'école avec un goûter, on va dire un goûter des fois qui n'est pas toujours très équilibré, eh bien tout ça, ça rattache eh bien l'enfant a des émotions. Et là, du coup, l'alimentation n'a pas qu'un rôle nutritionnel, il a un rôle eh bien, émotionnel. Le problème dans le surpoids, c'est que parfois, les habitudes alimentaires qui sont induites par des émotions, donc la recherche du plaisir, du calme, de la récompense, de remplir un vide émotionnel, lorsque eh bien, les émotions gouvernent nos choix alimentaires, c'est là que le bas blesse au final. Et c'est là qu'on va se retrouver avec une alimentation qui n'est pas équilibrée et pas bonne pour notre santé. Parce qu'au final, vous et moi, même si vous n'êtes pas nutritionniste, même si vous n'avez pas fait des études de diététique, si je vous demandais de me faire la liste des aliments qui sont bons pour la santé ou bons pour l'équilibre du poids, je pense que ça va être très facile pour vous de me les citer. Sauf qu'on va voir que ça, des fois, ça ne correspond pas à notre état émotionnel. C'est-à-dire quand on a vécu une journée difficile, je ne sais pas si ça vous arrive, en tous les cas, moi, ça m'arrive encore. Il y a des fois, franchement, le légume vert, la salade verte le soir après une journée difficile, des fois, c'est pas obligatoirement ce qu'on a envie. Des fois, on a envie de choses plus douces, plus agréables, plus moelleuses, parce qu'on a besoin de se faire coucouner. Et des fois, la vie, eh bien, elle nous loupe pas. Donc, c'est pour ça que des fois, il est important, et c'est pour ça que dans les régimes, c'est d'autant plus grave, c'est que d'un côté, vous ne nourrissez pas votre corps de micronutriments, donc vous risquez de ne pas rester en bonne santé, que votre corps fonctionne moins bien parce qu'il n'a pas les micronutriments pour bien gérer eh bien, le fait de transformer vos aliments en énergie, mais aussi vous allez vous retrouver sans béquille. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on ne regarde pas ses émotions en face, eh bien, le fait de ne plus avoir les aliments qui nous soutiennent émotionnellement, eh bien, on va être mal aussi psychologiquement. Et donc, d'où le fait aussi qu'on ne tienne pas non plus, on tient avec la volonté des régimes, mais au final, on n'a plus notre béquille et au bout d'un moment, c'est insupportable. On voit bien aussi que de toute façon, manger, c'est un acte, manger en famille, se retrouver autour d'un bon plat, et les Français, on est assez doués là-dessus par rapport à d'autres pays, où c'est le moment aussi de plaisir, de partage, d'être accueillant. On peut aussi manger ou refuser de manger pour aussi montrer l'affirmation de soi ou réaffirmer son pouvoir sur l'existence. Regardez par exemple, souvent, des fois, lorsqu'on veut marquer le coup et en politique, on le voit, eh bien, certaines personnes vont entamer une grève de la faim pour se faire entendre sur une problématique XY. Donc, on voit bien toujours qu'à chaque fois, l'alimentation est mise en cause. Donc, en fin de compte, ce qu'on va voir, c'est essayer de comprendre l'histoire de nos goûts et de nos dégoûts pour nous aider à débusquer, en fin de compte, les émotions qui viennent nous parasiter et pouvoir avoir peut-être plus de recul sur nos choix alimentaires et pouvoir avoir un meilleur équilibre et se sentir mieux. Alors, ce que je vous disais, c'est les outils avec lesquels je travaille. Je ne suis pas à l'origine de ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc, c'est une théorie qui a été travaillée depuis longtemps par le docteur Olivier Soulier, qui est médecin homéopathe, acupuncteur français, basé du côté de Lille, qui a travaillé donc sur la symbolique alimentaire. Alors, ce travail s'est fait par rapport à sa propre pratique, mais aussi par rapport à la symbolique qui est donnée des aliments eh bien, depuis très très longtemps, avec la mythologie, l'histoire de France, et qui a établi, si vous voulez, eh bien, des informations qui peuvent nous aider sur notre comportement alimentaire, nos choix alimentaires, et éventuellement, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous cherchons souvent les aliments qui nous font du bien, physiquement, mais aussi émotionnellement, et qu'on a tendance à fuir ceux qui nous font du mal. On va se rendre compte au final eh bien, que les aliments sont là donc pour nous soutenir. Je réfléchissais, sont là pour nous soutenir et nous permettre, si vous voulez, d'avancer. En gros, c'est à petite dose, c'est un outil de guérison des émotions dont on n'arrive pas à venir à bout. Alors bien sûr, ce que je vais vous présenter d'un point de vue alimentaire, on a une grande variété au niveau alimentaire. Vous ne mangez pas tous les jours la même chose. Alors, on ne va pas pouvoir tirer des statistiques, soyons d'accord.
Ce qui va être intéressant de se poser comme question, c'est plutôt sur le fait, eh bien, lorsque vous avez une attirance particulière pendant une période précise sur un type d'aliment ou sur une catégorie d'aliments. Je ne sais pas si vous mangez un jour sur deux de la salade, un jour sur trois des tomates et ainsi de suite, on va pas pouvoir, là c'est quelque chose d'équilibré. Là, ce qu'il faut comprendre et ce qui va nous intéresser, c'est en fin de compte, eh bien, avez-vous des périodes où d'un seul coup, il vous est important de manger une catégorie d'aliments, ou au contraire, il y a des périodes où il y a des aliments, mais vous ne pouvez pas du tout les encadrer, ou vous les détestez depuis longtemps, depuis qu'il y a une période particulière, avec des événements qui vous ont choqué et qui fait que ça s'est associé, eh bien, aliments et alors, si on regarde, vous savez que si on cherche dans un tableau des aliments, vous pouvez trouver chaque aliment a une contenance de nutriments et de micronutriments, donc les glucides, les lipides, les protéines, et différents micronutriments, donc des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Donc, chaque aliment a une valeur physique avec des apports spécifiques, nutritionnels et micronutritionnels. C'est pour ça que souvent on vous demande de ne pas rester dans une routine alimentaire, puisque plus vous faites tourner vos aliments, plus vous amenez une richesse de micronutriments à votre organisme. Donc déjà, c'est bon pour la santé. Mais depuis l'enfance, ce que je vous disais, selon votre famille, selon votre culture, selon les émotions et selon les aliments que vous avez consommés à un moment donné, pour le cerveau, il y a eu une association aussi sur une valeur psychologique et aussi énergétique. Donc, le corps, il s'en souvient, le corps a une très bonne mémoire et de façon innée, donc depuis le ventre aussi de développement que vous étiez fœtus dans le ventre de votre maman et par l'apprentissage, les aliments ont eu le temps de donner une information physique, psychologique et énergétique à votre corps. Et ce que je vous disais, c'est que, lorsqu'on en a besoin physiquement ou psychologiquement, nos envies vont changer, votre corps va vous guider sur ce dont vous avez besoin et c'est là qu'il faut être à l'écoute de vos ressentis, essayer de comprendre ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on fait dans la majorité du temps lorsqu'on est au régime? On n'écoute surtout pas ce qu'a notre corps à nous dire, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas si on a faim ou pas faim ou encore faim, on n'écoute pas du tout nos envies, nos besoins, nos états émotionnels, on suit une règle dictée à la lettre. Et du coup, ça ne correspond pas du tout des fois à ce que le corps a besoin. Alors que quand on est à l'écoute de notre corps, on va peut-être pouvoir trouver quelles sont les carences micronutritionnelles que l'on rencontre aujourd'hui et quels sont les états émotionnels dont on a du mal à faire face. Donc, pour maintenir notre équilibre physique et psychologique, on a besoin de certains minéraux, certaines protéines, certains acides gras, et on a besoin des fois de pouvoir ressentir à travers cet aliment une notion de douceur, de plaisir et d'amour. Quand on a un déficit micronutritionnel ou on a des émotions qui sont fortes et dont on n'arrive pas à s'en débarrasser, l'organisme peut faire appel à des aliments spécifiques pour aider de pallier à cette problématique. Donc, les coïncidences entre nos envies alimentaires et notre vécu intérieur se vérifient souvent. Donc, je vais vous encourager à observer les aliments que vous aimez ou que vous détestez. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Alors, bien sûr, ce soir, je pourrais pas, et puis c'est pas le but du jeu non plus, là, c'est de vous faire une approche, vous faire découvrir, on va dire, des catégories d'aliments déjà pour vous donner des pistes de travail. Après, c'est vrai que des fois, ça ne suffit pas. Il faut d'autres outils que l'on a en consultation pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais déjà, ça peut être déjà une habitude d'être à l'écoute. C'est pas évident. Souvent, on nous dit, il faut pas s'écouter, c'est égoïste. Donc, souvent, on a aussi cette culture où c'est pas évident. Et pourtant, ça peut vous amener plein de pistes de travail. Votre corps vous envoie des messages pour vous aider à régler des problèmes. Et soyez à l'écoute. Bon, des fois, ça ne nous arrange pas toujours d'être à l'écoute, mais essayez d'écouter qu'est-ce que votre corps a à vous dire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi j'ai ces attirances-là? Et peut-être que déjà, je gagnerai du temps parce que votre corps vous permet, grâce à ces envies, de vous pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est-à-dire que sans être à l'écoute de votre corps, peut-être que vous découvrirez le problème et peut-être que dans 10 ans,
D'ici là, il se sera écoulé 10 ans et peut-être que le poids, eh bien, vous en aurez pris encore parce que eh bien, cette prise de conscience a été longue. Alors que des fois, on peut, on va dire, être plus dans la conscience en étant, et j'insiste vraiment sur l'écoute de ces sensations. Donc, ce qui est compliqué aussi, c'est de se faire confiance parce que lorsqu'on a fait du yo-yo, lorsqu'on a fait pendant longtemps des régimes, on ne sait plus, on est perdu, on entend plein de choses et on ne se fait plus confiance puisqu'on n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, on n'a pas réussi à être dans la valorisation de soi et du coup, on ne se fait plus confiance, on doute. Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à acheter un petit carnet et à écrire, eh bien déjà, quel type d'aliments vous avez eu envie de manger sur une certaine période, à quel moment et dans quel état d'esprit vous vous sentiez. Et vous allez voir que des fois, c'est pas évident de nommer dans quel état d'esprit, dans quelle sensation on se sent au moment où on consomme les aliments. Donc ça peut déjà être une première chose. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, ça va être de voir les aliments, quelle symbolique on peut attribuer à certaines catégories d'aliments que aucun ou aucune de vous ne fait, c'est de manger, avoir des pulsions pour le sucré. Peut-être que je suis la seule, des fois, à avoir ces pulsions-là. Je ne crois pas, vous Tatine. Le sucré, alors lorsqu'on a des pulsions pour les sucreries, le sucre de façon générale, eh bien, sa symbolique émotionnelle, c'est, alors, vous allez vous en douter, c'est chercher la douceur, mais ça reflète aussi une dépendance affective. Je vous explique pourquoi le sucre a cette symbolique-là. Lorsque, eh bien, nous sommes encore qu'un œuf avec quelques cellules et que l'on va s'implanter dans la muqueuse utérine, eh bien, quand l'œuf va s'implanter, sachez que la muqueuse utérine est blindée de sucre. Ça va être le premier aliment avec lequel l'œuf va être en contact. Donc, c'est la notion aussi de fusion avec la maman, le moment où l'œuf va fusionner aussi, disons, s'implanter dans la muqueuse utérine pour pouvoir se développer en attendant que le placenta et tous les éléments s'installent. Donc, le premier élément auquel a accès les cellules qui vont donner l'embryon puis le fœtus, c'est le sucre. Donc, c'est cette notion, si vous voulez, de dépendance affective. Donc, lorsqu'on est attiré par du sucré, eh bien, on est à la recherche de douceur, de cocooning. Et ça veut dire aussi qu'on est des personnes sensibles qui cherchons à être en contact avec l'autre, mais c'est-à-dire des fois, on y est peut-être un petit peu trop dans l'attente de l'autre, du retour, du feedback, d'être cocooné, et des fois, ça ne vient pas. Et comme ça peut amener, parce que tout le monde peut être occupé à autre chose, être aussi fatigué et ne pas pouvoir répondre à notre demande, eh bien, on va trouver la compensation dans le sucre. Et en fin de compte, de notre enfant jusqu'à l'âge adulte, il faudrait qu'on apprenne, si vous voulez, à pouvoir se passer de sucre. Vous savez, il y a des gens qui sont sucrés et des gens qui sont salés. Eh bien, les gens qui sont sucrés ont encore cette dépendance affective, on va dire comme le petit enfant. Et par moment, eh bien, quand on a moins confiance en soi, quand on est fatigué, on peut avoir ce besoin de retour, de feedback, d'attention. Et comme on ne le reçoit pas, eh bien, on va se tourner vers le sucre pour amener cette même douceur et amener vraiment ce côté cocooning. Donc, on devrait pouvoir, à l'âge adulte, ne pas avoir besoin de pulsions alimentaires parce qu'on est capable de se passer du sucre, c'est-à-dire qu'on est devenu autonome, qu'on sait gérer nos émotions et qu'on peut y pallier par nous-mêmes en se faisant du bien autrement qu'en consommant du sucre. Donc, vraiment, ne plus avoir envie de sucre, ou à part de temps en temps, mais je parle de pulsion, eh bien, c'est vraiment le symbole du passage de la dépendance à l'autonomie. Alors après, vous pourrez me dire, quand vous aurez des questions, si vous vous retrouvez pour ceux qui aiment le sucre, dans cette démarche. Pardon, j'ai un petit problème d'ordinateur. Voilà. Le lait maintenant, eh bien, vous savez que on parle de plus en plus d'intolérance alimentaire au lait, donc le lactose, le sucre du lait, ou les intolérances aux produits laitiers, donc à la caséine. Lorsqu'on parle du lait, eh bien, on parle de la relation à la maman. Donc, alors on va voir qu'il y a le lait, et puis je vais vous parler aussi des dérivés du lait, donc qui sont le yaourt ou le fromage.
Donc le lait, c'est la relation à la maman, mais c'est la relation à la maman lorsqu'on est en bas âge. Après, tout ce qui est yaourt, c'est la transformation, donc c'est dans des âges un peu plus évolués. En fin de compte, lorsqu'on est très dépendant encore de boissons à base de lait ou de yaourt, eh bien, on est vraiment dans cette envie de retrouver les sensations de bien-être que l'on partageait avec notre maman. Alors, il peut y avoir deux possibilités. On peut aussi être aussi intolérant au lait. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend lorsqu'on est intolérant au lait? Au contraire, il y a des gens pour se coucher qui vont dire « Ah, mais moi, je ne peux pas aller me coucher si je n'ai pas mon verre de lait chaud. » Oui, lorsque vous avez besoin d'un verre de lait chaud, c'est que vous êtes vraiment dans cette recherche de la chaleur de la maman avec qui on était en affection, avec qui on passait des bons moments. Et il y a cette nostalgie-là parce qu'on se rend peut-être des choses pas évidentes et on aurait envie de retrouver eh bien, ces sensations agréables de partage avec la maman. Lorsqu'on est en intolérance avec le lait, eh bien, ça peut être deux possibilités. Soit c'est que vous avez partagé des choses agréables avec votre maman en tant qu'enfant en bas âge, bébé, mais peut-être que le sevrage a été douloureux et la séparation a été tellement violente, eh bien qu'il y a une perte de contact avec la maman qui fait qu'on fait une intolérance au lait. Alors ça peut être des choses toutes simples, ça peut être une mise chez la nourrice, une maman qui tombe malade et après c'est le reste de la famille qui prend en charge. Ça peut être une maman qui décède aussi. Toutes ces séparations douloureuses peuvent être à l'origine de l'intolérance au lait. Mais ça peut être aussi eh bien, une relation difficile avec la maman parce qu'elle manque de temps, parce qu'elle-même n'a pas reçu l'affection de la maman et ne sait pas le redonner. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, si vous voulez, être dans… On ne peut pas, comme je vous disais tout à l'heure, tirer des statistiques. Ça veut dire qu'il faut voir déjà à quelle fréquence vous consommez les aliments, mais aussi regarder l'histoire familiale pour essayer de comprendre est-ce que c'est quelque chose de positif dont on n'a pas fait le deuil, au contraire, est-ce que c'est une souffrance dont on n'a pas fait le deuil non plus. Donc c'est toujours à remettre dans le contexte et dans l'histoire de la personne. On ne peut pas tirer simplement des statistiques, on sait que c'est sa maman, mais attention, il n'y a peut-être pas obligatoirement une souffrance avec la maman ou maltraitance. Il y a peut-être eu au contraire quelque chose d'agréable mais qui s'est terminé brutalement. Alors, les dérivés du lait, ça peut être les yaourts, mais ça peut être aussi les fromages. Et les fromages vont nous parler de la transformation de notre relation à la maman. Et souvent, la question, c'est par quelle transformation je dois faire passer ma mère pour l'accepter pour ce qu'elle est. Et souvent, les fromages, alors après, on pourrait rentrer, mais après, selon le type de fromage que vous consommez, eh bien, on peut encore en tirer d'autres pistes de travail d'un point de vue émotionnel ou dans la relation à la maman. Attendez, parce que je crois que j'ai eu un petit problème. Non, c'est bon là. Alors, le chocolat. Je pense que je dois avoir des adeptes du chocolat parmi vous. Ce fameux chocolat dont on a du mal souvent à se passer, comme le sucre. Alors déjà, d'un point de vue physique, on va dire que c'est un antidépresseur. Et là-dessus, je ne vous apprends rien. Le chocolat est l'antidépresseur. D'un point de vue physique, en plus, il contient du magnésium. Bien sûr, le magnésium, souvent, quand on est stressé, fatigué, on vous dit de prendre du magnésium. Aussi, il est riche en tryptophane. Alors, le tryptophane, c'est ce qu'on appelle un acide aminé qui est essentiel pour vous permettre de fabriquer au niveau cérébral une hormone qui s'appelle la sérotonine. Et c'est l'hormone de la zen attitude qui vous permet d'être calme, posé, qui, vous savez, prendre du recul. Alors que lorsqu'on manque de sérotonine, on va plutôt être agacé, irritable, impatient, on supporte mal les frustrations, on a tendance à avoir envie de grignoter en fin de journée lorsqu'on manque de sérotonine. Et on est plus vulnérable au stress et on peut avoir du mal à s'endormir. Pourquoi? Parce que lorsque vous manquez la sérotonine, c'est l'hormone qui va permettre de mettre notre organisme en veille, mais elle se transforme avec la tombée de la nuit en mélatonine, l'hormone du sommeil. Et puis, il y a un autre élément, le PEA, qui est aussi une substance positive, si vous voulez, pour la santé psychologique. En gros, lorsqu'on est amoureux, eh bien, on fabrique naturellement cette substance-là. Et donc, on va pouvoir aussi relier le chocolat à la notion de l'amour, de partager de l'amour. Donc, avoir envie de chocolat, c'est avoir envie de ressentir le sentiment amoureux.
Alors, soit c'est simplement parce que, eh bien, on est en manque d'amour, on est célibataire, et voilà. Soit on peut être en couple. En couple, ça se passe très bien, et on fait des choses difficiles, et l'autre nous manque parce qu'on aimerait bien qu'il soit là, qu'il soit présent, qu'on puisse partager un petit moment ensemble, de la complicité. Peut-être que le travail peut l'éloigner, des soucis émotionnels ou physiques peut aussi faire que on n'a pas le temps de prendre du temps ensemble pour être amoureux, pour profiter de l'amour de l'autre. Donc on va avoir tendance à se rabattre sur le chocolat. On dit même que des fois, il faut peut-être savoir se priver de chocolat pour être dans la démarche d'aller chercher un petit peu plus l'autre. Donc, on va dire 98% des gens aiment le chocolat et 2% détestent le chocolat. Mais ceux qui détestent le chocolat, ça révèle surtout psychologiquement qu'il y a eu de graves blessures, des histoires difficiles, des blessures émotionnelles profondes, souvent, on va dire, non reconnues, qui sont niées, et donc du coup le chocolat, voyez-vous, ne va pas leur faire du bien du tout, parce que la blessure est telle que le chocolat ramène au contraire, ravive, on va dire, encore plus cette blessure. Petite chose que je vous ai pas dit, c'est que les aliments sont là quand on est dans une série d'aliments spécifiques, vraiment d'une façon assez importante. On sait l'outil pour nous aider à apaiser nos émotions, à essayer de guérir, mais il faudra faire un autre travail. Des fois, on peut, comme je vous disais, avoir vraiment détesté certains aliments. Eh bien, là, si vous voulez, on est plutôt parce que on ne souhaite pas, ça nous rappelle la blessure est tellement profonde qu'au contraire, ça nous fait plutôt du mal, d'où le fait qu'on a une aversion. Mais aussi, on peut continuer à manger des fois des aliments, on va dire, comme je vous parlais de l'intolérance aux produits laitiers, on peut vouloir continuer à manger certains aliments alors que même physiquement, ça nous fait du mal. Et là, ça veut dire qu'on cherche vraiment d'une volonté forte à régler notre problème, mais c'est pas par ce biais-là qu'on va y arriver. Il faut savoir qu'il faut aller chercher avec une aide de professionnels. Alors, on a d'autres catégories d'aliments parce qu'on pourrait y passer même la nuit. Donc, c'était vraiment pour déjà vous présenter un petit peu ce qu'il en est. Alors, les légumes. Les légumes verts, vous avez des gens qui adorent les légumes verts, d'autres qui les détestent, et qui les détestent surtout à la base, ce sont les enfants. Les enfants n'aiment pas les légumes. Les enfants aiment le sucre, aiment les fruits, mais n'aiment pas les légumes. Alors, pourquoi ? Le sucre, ce que je vous disais, donc c'est la dépendance, mais le sucre des fruits aussi, ça va être la toute-puissance. Regardez un enfant, lorsqu'il consomme du sucre, qu'est-ce qu'on dit souvent? C'est pas possible, ils sont énervés, les enfants, et ça bouge de partout, ça court de partout. Oui, un enfant, c'est dans sa puissance, il a besoin, il veut conquérir le monde, il a des rêves, et donc il a besoin de puissance, et il aura tendance à préférer le sucre que les légumes verts. Les légumes verts, il y a une certaine amertume dans les légumes verts. Alors, certains sont plus amers que d'autres, mais on va dire que la symbolique des légumes verts, c'est un peu le côté amer, l'amertume. Et les légumes verts sont là pour nous aider à supporter les frustrations. C'est-à-dire que, oui, quand on était enfant, on a des rêves. On a envie de conquérir le monde. Et puis, l'âge adulte arrive. Il y a des obligations professionnelles, il y a des obligations familiales. Les enfants arrivent et des fois, on est un petit peu obligé de mettre de côté certains rêves. Et des fois, c'est pas très très agréable lorsqu'on constate que oui, on avait envie de faire des choses, mais on a pris un rythme de vie qui nous empêche de les faire. Eh bien, sachez que les légumes verts nous permettent de supporter les frustrations face aux rêves qu'on n'a pas pu réaliser. Donc, vous comprendrez bien que les enfants, ils n'ont pas d'amertume face à la vie quand ils sont petits, à moins d'avoir eu quelque chose, un choc particulier. Et les enfants, eux, ils sont bien, ils ont des rêves, ils sont des conquérants. Et du coup, pour eux, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas beaucoup les légumes, c'est qu'ils n'ont pas encore beaucoup de frustration vis-à-vis de la vie, donc ils n'ont pas besoin vraiment des légumes pour apaiser tout ça. D'où, voilà pourquoi les enfants n'aiment pas trop les légumes verts. Les fruits, donc c'est ce que je vous disais, c'est la puissance. C'est souvent pour ça que les enfants n'arrivent plus facilement à leur faire manger des fruits ou des compotes, parce que c'est la puissance et c'est la conquête. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la conquête du monde. Et les enfants adorent les fruits pour ça, par rapport aux légumes, c'est que oui, ils ont envie de conquérir le monde, ils ont envie d'être les rois du monde, d'où l'envie plutôt de manger des fruits que des légumes.
Alors, je vous ai pas parlé du gluten, parce qu'on a beaucoup de gens à l'heure d'aujourd'hui qui sont intolérants au gluten. Alors, le gluten est une protéine que l'on retrouve dans le blé. Et alors, le gluten va nous parler eh bien, des lois sociales, de l'autorité et de l'appartenance. Alors, je m'explique. Si on revient, si on remonte un peu le temps et qu'on va au moment où bien les hommes se sont sédentarisés pour cultiver les céréales, entre autres le blé et bien d'autres céréales, eh bien, un homme seul ne pouvait pas, si vous voulez, faire des récoltes tout seul. Donc, lorsqu'ils se sont sédentarisés, c'était en groupe. On avait besoin du groupe pour travailler et on avait besoin du groupe pour récolter, pour planter, pour cultiver et pour récolter. Le souci, c'est comme on avait besoin des autres, et bien que vous entendiez ou non avec les autres, il fallait faire avec. C'est pour ça qu'on parle des lois sociales. Et on n'était pas toujours obligé d'être d'accord avec son voisin, mais on avait besoin de son voisin pour pouvoir avoir sa récolte et pouvoir tenir un hiver de plus. Donc, quand on parle des lois sociales, c'est comment je suis capable de supporter ou pas à l'heure d'aujourd'hui les lois qui sont les lois de votre travail, les lois dans votre famille. Donc, on peut avoir une intolérance au gluten lorsqu'on ne supporte plus eh bien, cette autorité qui est exercée sur nous d'un point de vue professionnel ou personnel. C'est donc aussi l'envie ou pas d'appartenir à un groupe, mais ça parle aussi du père. Donc, on peut avoir plusieurs pistes de travail avec le gluten. C'est soit les lois sociales, soit l'autorité, ou soit eh bien, l'histoire avec le papa. La viande aussi. Alors la viande, c'est pareil. Il faudrait, selon si c'est de l'agneau, du bœuf, du porc, ça n'a pas du tout la même symbolique. Mais sachez que de façon générale, la viande, vous trouvez la force, la sécurité pour aller de l'avant. Des fois, on a des périodes de vie où on a vraiment besoin d'avoir cette niaque pour y aller, pour aller, démarcher un nouveau secteur, tenir le coup face à l'adversité de la vie. Eh bien, la viande peut être cette aide. Et il y a des fois, je ne sais pas si ça vous arrivait, mais moi, certains patients ou patientes me disaient, oh, mais en ce moment, alors moi qui ne suis pas du tout viande, mais en ce moment, j'ai des envies de viande. Oui, mais lorsqu'on voyait leur parcours au niveau travail, il y avait des formations en cours, il y avait voilà, des challenges et il fallait trouver la force et la sécurité. L'image que j'ai envie de vous donner, c'est l'image, vous savez, de cette vache ou de ce bœuf tranquille dans son champ qui regarde passer les trains sans paniquer, en toute sécurité. Je veux dire, il peut se passer beaucoup de choses autour d'eux et ils ne vont pas tout de suite partir en courant. Et c'est cette force tranquille, en fin de compte, que peut nous amener eh bien, la viande lorsque on ne se sent pas à l'aise pour affronter certaines situations. Alors, on peut aussi parler un petit peu des aromates. Le sel, alors on sait que le sel, si vous en abusez, et hélas, on est dans une société où on met un peu du sel un peu partout. Alors, on sait que c'est pas bon parce que ça peut amener de l'hypertension artérielle, des risques d'ostéoporose, de participer à des troubles rénaux. Mais sachez que le sel raconte aussi l'histoire avec le papa et la connaissance du monde, l'ouverture au monde. À l'inverse, quand on abuse du sel, eh bien, on va être plutôt dans une rigidité un peu psychologique. Mais le sel, c'est aussi les notions aussi de guerre et de colère. Oui, parce que, eh bien, pour aller chercher le sel, eh bien, c'était, on allait chercher le sel, c'était à travers les croisades. Eh bien, ça engendrait quand même pas mal de batailles pour récupérer du sel. D'où le fait que le mot salaire aussi vient de ce mot sel. Donc voilà, ça peut aussi parler de colère. À l'inverse, les épices, on les négociait. On n'allait pas, on n'envoyait pas les troupes pour aller récupérer le sel, et on n'envoyait pas des troupes pour aller faire la guerre pour récupérer les épices. On était plutôt dans la notion de négociation, de tolérance, d'ouverture et d'écoute de soi-même. Donc lorsqu'on travaille, et regardez, on vit quand même dans un monde, à l'heure d'aujourd'hui, où on donne beaucoup de recettes, je vais y arriver, pardon. Les épices sont très présentes dans notre vie, que ce soit le curcuma, le gingembre, la coriandre. Il y a eu des époques où elles étaient quand même moins présentes, mais on valorise beaucoup. Et regardez dans l'alimentation, dès qu'il y a de l'inflammation, dès qu'il y a des troubles digestifs, on dit rajoutez du curcuma dans votre alimentation. On voit bien, l'inflammation, c'est souvent avec un dérèglement immunitaire, c'est une perte de tolérance.
Donc, les épices, n'hésitez pas au contraire à en mettre dans votre alimentation parce que ça va être tout ce qui est l'écoute à l'autre, l'écoute à soi-même, la négociation et la tolérance. Si on parle des poissons, les poissons, eh bien, c'est plutôt l'inconscient. C'est lorsqu'on est très porté sur les poissons, c'est qu'on cherche à trouver une solution et le problème qui est dans notre inconscient. Si je vous prends par exemple simplement l'exemple du thon, le thon, on dit, c'est le chasseur d'amour. Le thon, c'est un des seuls poissons qui consomme beaucoup d'oxygène, eh bien, pour sa propre survie, qui est tout le temps en mouvement. Et lorsque eh bien, nous sommes un fœtus dans le ventre de la maman, on va dire ce qui importe pour nous, c'est ce qu'on reçoit de la maman, donc par le biais du placenta, c'est les aliments et l'oxygène. L'oxygène, quelque part déjà, eh bien, il y a certains fœtus, par le stress de la maman, par un mauvais fonctionnement du placenta, qui peut recevoir très peu d'oxygène. Et l'oxygène, c'est déjà quelque part une preuve d'amour. Et lorsque vous avez manqué d'oxygène en tant que fœtus, eh bien, c'est comme si vous aviez déjà manqué d'amour. Et ça veut dire qu'on peut être aussi des tempéraments où le cœur va s'accélérer du bébé pour faire plus circuler eh bien, le peu d'oxygène qu'on a. On va être des tempéraments, il va falloir donner, on va avoir l'impression qu'il faut donner beaucoup, mais on aura toujours la sensation de recevoir peu et de toujours devoir faire beaucoup d'efforts pour avoir un minimum d'amour. Donc, quand vous êtes des grands consommateurs de thon, c'est-à-dire que quelque part, il y a une blessure affective d'amour, peut-être depuis même le ventre de la maman ou dans votre première année de vie. Et du coup, le thon, c'est celui, comme je disais, qui consomme beaucoup d'oxygène. C'est le chasseur d'amour, c'est celui qui va vraiment chercher à combler toujours ce manque d'amour. Et le thon fait partie des aliments qui est là pour essayer de combler ce vide affectif. Alors, les oméga 3, vous savez qu'on trouve dans certaines huiles, comme le lin, le colza, mais aussi les poissons gras, comme les sardines et les maquereaux. Eh bien, les oméga 3, ça va être toutes ces notions d'être à l'écoute de vous-même, mais à l'écoute des autres et être dans la communication. Et ce qui est très rigolo, à l'heure d'aujourd'hui, en naturopathie, on le sait assez bien, c'est que beaucoup de gens, eh bien, en France, mais surtout les Occidentaux, nous manquons beaucoup d'oméga 3. Ça veut dire qu'on a eu tendance à beaucoup consommer d'oméga 6. L'oméga 6, c'est très inflammatoire d'un point de vue physique, mais en plus, d'un point de vue symbolique, c'est se défendre. Et à l'heure d'aujourd'hui, on manque d'oméga 3 dans nos assiettes, et comme par hasard, c'est l'écoute, la communication. Et quand on voit tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que je peux comprendre pourquoi on est autant en manque d'oméga 3, parce que parfois, on n'est vraiment pas à l'écoute de soi-même, pas à l'écoute des autres. Et les attentats, je pense, nous montrent à quel point on a vraiment besoin même dans nos points de vue, dans nos familles, dans notre travail, d'être vraiment un peu plus à l'écoute de l'autre, de ses besoins et de nos propres besoins, peut-être pour mieux fonctionner eh bien, d'une façon plus équilibrée. Le citron, alors le citron, il a un goût acide. Il est là aussi pour aider à gérer les colères et à mettre les limites. C'est-à-dire lorsque vous ne savez pas mettre vos limites, lorsque vous n'arrivez pas à exprimer vos colères, eh bien, on va temporiser avec le citron. Et bizarrement, lorsqu'on regarde, quand vous avez un problème de foie, et en médecine chinoise, on va vous dire le foie, c'est la colère. Qu'est-ce qu'on vous conseille en naturopathie? Le matin, lorsque vous buvez, c'est de vous faire un demi-jus de citron avec de l'eau tiède pour aider à détoxifier votre foie et votre vésicule biliaire. Et bizarrement, le foie est relié à la colère. Donc, le citron est là pour pallier aux colères, à gérer vos colères qui ne sont pas exprimées, mais aussi à savoir mettre vos limites. Lorsqu'on ne sait pas mettre ses limites, c'est que ça crée obligatoirement de la frustration et ça amènera obligatoirement derrière de la colère. Petit clin d'œil du coup pour un aliment des fois qui est facilement consommé en France, c'est les frites. Les frites, eh bien, la terre, les pommes de terre poussent dans la terre, donc les racines, ça va être l'ancrage, mais ça va être aussi le quotidien. Et alors, les huiles, vous savez qu'on, par exemple, les Inuits, eh bien, ils sont gras quelque part parce qu'ils ont besoin on sait que le gras, c'est isolant du froid, ça permet de mettre de la distance aussi avec les autres. Eh bien, lorsqu'on est très attiré par les frites, c'est le remède idéal face à la vie difficile et qu'on a besoin de se protéger de tous ces événements, eh bien, on aurait tendance à avoir envie de consommer plutôt des frites.
Donc voilà. Alors, je pense qu'on arrive à la fin du diaporama. Oui, on arrive à la fin du diaporama. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que ça vous a permis de découvrir des choses intéressantes, peut-être sur des aliments déjà que vous consommez au quotidien, que ça vous amène des pistes de travail et vous faire prendre conscience à quel point, eh bien, nos émotions peuvent être reliées à notre alimentation. Pour terminer, pour vous dire aussi que si vous souhaitez aller plus loin, si vous découvrez pour la première fois cette web formation, donc sachez vous pouvez aussi bien commander le guide pratique qui s'appelle Arrête de te battre, tu vas encore grossir, où là je reprends déjà d'un point de vue micronutritionnel toutes les carences dont on ne vous parle jamais mais qui participent au surpoids et au fait que vous ayez du mal à mincir, mais aussi tout le lien entre quelles sont les émotions, les conflits particuliers qui vont aussi vous faire prendre du poids, parce que pour moi, le poids est un programme aussi de survie pour faire face à l'adversité, que certains conflits amplifient, et donc tout ça, je vous l'explique. Je vous explique aussi qu'on a des fins physiques, des fins émotionnelles, et aussi vous avez plein d'auto-évaluation et de conseils pour vous permettre de mieux aussi savoir gérer vos fins physiques, vos fins émotionnelles. Toujours travailler sur ces émotions, ce que vous pouvez déjà mettre en place par vous-même pour changer la donne. Après, bien sûr, il y a, comme partout, des consultations en cabinet ou en Skype. Donc voilà, on arrive au terme de cette soirée. Avez-vous des questions à me poser ? Est-ce que tout a été clair? Est-ce que vous avez été surpris de cette approche qui est nouvelle? Est-ce que ça vous évoque des situations? Est-ce que ça vous interpelle dans un sens ou dans un autre? N'hésitez pas à partager sur le chat. Au contraire, pour que j'ai un retour de votre temps que je vois, parce que ça commence à écrire. Bien sûr, là, je vous ai fait une petite présentation. Je referai peut-être un deuxième webinaire sur d'autres aliments, parce que bien sûr, comme je vous disais, on n'a pas parlé des salades, par exemple. Les salades et ces notions, les salades sont beaucoup des fois à relier avec le fait de ne pas regarder la vérité en face. Alors, selon les salades, on peut aussi amener d'autres thématiques. Donc, j'essaierai d'en refaire un. Alors, très surprise sur le thon. Alors ça, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu la surprise sur le thon. Ah d'accord, pourquoi vous comprenez? D'accord, j'adore cet aliment. Très intéressant, très clair. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est que le mois prochain, j'essaierai de vous proposer un autre webinaire, parce que vous allez voir que les émotions, il y a déjà eu ce que vous pouvez revoir, les webinaires sur les morphotypes, sur les conflits émotionnels. Là, je vous parle des émotions. Donc, tout ça, c'est des outils que moi, j'utilise dans mon cabinet. J'essaierai de vous faire un webinaire sur les réflexes archaïques. Alors, je vous explique. Les réflexes archaïques, ce sont des réflexes que l'on développe dans le ventre de la maman, qui nous est utile dans nos trois premières années de vie, parce que ça nous permet de nous protéger, d'avoir des réflexes automatiques pour notre survie, parce que lorsqu'on on est quand même encore immature. Notre cerveau n'a pas fini de se développer, et c'est grâce à nos réflexes archaïques qu'on peut survivre et qu'on peut permettre au cerveau de maturer et de passer de réflexes involontaires à des réflexes, si vous voulez, réfléchis, volontaires. Sauf qu'on s'est rendu compte que des fois, pour plein de raisons, et on le reverra lors du webinaire, vous pouvez avoir des réflexes qui ne sont pas bien intégrés et venir parasiter votre fonctionnement quotidien et voir que ça amène du stress. Et pour combler ce stress, vous pouvez aussi avoir le réflexe de manger. Donc, j'essaierai de vous faire un webinaire. Alors, je vois Valérie qui dit qu'elle est arrivée. Alors, merci pour ça me fait votre retour. Ça me fait plaisir de voir que ça peut vous amener des nouvelles informations, une nouvelle approche de vous-même. Ça, déjà, ça me touche et je suis contente de pouvoir lire ça. Pour ceux qui ont loupé, qui sont arrivés trop tard, j'ai enregistré et je vois que l'enregistrement a l'air de très bien fonctionner. Donc, d'ici quelques jours, vous pourrez retrouver sur le blog le webinaire en 2 parties. Donc, ça, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour le revoir. Donc, écoutez, n'hésitez pas de façon à me refaire des retours. Et puis, je vous dis, je vous mettrai sur Facebook les prochaines thématiques que je vous proposerai pour, au contraire, continuer à échanger sur ça. N'hésitez pas, bien sûr, à écrire. Achetez-vous un petit carnet qui vous plaît, que vous pouvez mettre dans votre sac à main.
Prenez le temps de réfléchir, pas obligatoirement au nombre de calories que vous avez mis dans votre assiette, mais de la façon dont vous l'avez mangé, à quel moment et surtout dans quel état d'esprit vous l'avez. Ce que l'on aime ou... Alors, bien sûr, alors, les choses, ça veut dire que, au contraire, là, c'était pour mettre en évidence que des fois, on mange certaines catégories d'aliments pour faire face à des émotions qui ne sont pas conscientes. Donc, bien sûr qu'au contraire, c'est pour ça que je vous présentais ça ce soir, c'était pour vous dire, c'est pas que de votre volonté, mais des fois, on mange des catégories d'aliments qui nous amènent beaucoup de calories, qui vont nous faire grossir, parce que inconsciemment, on n'a pas réglé certaines choses problématiques et ça va être notre béquille au quotidien d'avoir. Donc, le but du jeu va être aussi de prendre conscience, d'aller, pourquoi pas, travailler selon les blessures, faire des deuils pour pouvoir vous passer de cette catégorie d'aliments ou de le consommer de façon modérée, avec plaisir, et là, ça ne vous fera pas grossir. Le souci lorsqu'on grossit, c'est toujours cette notion de ne pas être en équilibre entre vos apports et vos dépenses. C'est pas parce que vous mangez une tarte au citron une fois de temps en temps que vous allez être obèse. Maintenant, si c'est tous les jours 3 tartes au citron, ça passera pas. Donc l'idée, c'était de vous montrer qu'on a des catégories d'aliments qui sont là pour nous soutenir émotionnellement, mais à force d'en abuser parce qu'on n'a pas pris conscience de cette émotion, on ne l'a pas travaillée, on ne l'a pas transformée, eh bien, vous allez être sur des catégories d'aliments, par exemple, qui vont vous faire grossir. Alors que si on transforme nos émotions, vous en aurez moins besoin, vous serez moins attiré, et du coup, vous allez le consommer de façon plus raisonnable. Donc c'est ça aussi, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment différent du concept du régime. Ça veut dire que là, si le besoin est voilà, je reste sur cette tarte au citron, de se faire plaisir avec cette tarte au citron, parce que pour une fois, là, j'en ai envie, point, ça me va. Et si je suis à l'écoute de mes fins physiques émotionnelles, à force de pas, au contraire, de savoir me faire plaisir à certains moments, je vais apprendre à la déguster et peut-être même qu'à la moitié de la tarte, je me dirais, oui, j'ai plus faim, je vais la laisser. Mais il n'y a pas de frustration parce que je sais que la prochaine fois, si j'en ai vraiment envie, mon inconscient sait que je ne le priverai pas. Donc, il y a ça. Mais, par exemple, c'est vrai que si j'avais tous les jours envie, à une heure précise, de toujours cette tarte au citron, là, il faudrait que j'aille me poser la question. Alors, tarte au citron, puisque c'est une pâte avec du gluten, donc loi sociale ou le papa, le citron, donc vous avez vu, colère. Qu'est-ce qui se passe, voilà, il y a du sucre aussi dedans. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement, éventuellement, dans ma famille? Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut chercher. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire avec l'alimentation. Ça serait bien beau et ça me ferait plaisir de pouvoir vous le dire, mais c'est pas le cas. Mais en tous les cas, plus on arrive à être en paix avec soi-même, plus on a fait certains deuils, moins vous avez besoin de dépendance à l'alimentation, plus vous êtes libre, libre de faire autre chose de votre vie et ne pas être que dans la compensation alimentaire, et ça vous ouvre d'autres portes, d'autres perspectives de vous-même, et ça vous permet de mincir sereinement. Alors c'est vrai que moi, lorsqu'on vient me voir, je ne propose pas et je ne promets pas de dire, eh ben écoutez, comme les journaux, vous aurez perdu eh bien 15 kilos en un mois. Chez moi, ça marche pas ça. Moi, c'est plutôt l'école de la patience, de reprendre confiance en soi, de vous revaloriser, de travailler avec des techniques qui vous permettent au contraire d'aller mieux. Et du coup, vous avez moins besoin donc des aliments pour compenser tous ces mal-être, tous ces bagages psychologiques. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent donc acheter le guide pratique, vous avez 2 endroits où vous pouvez le trouver puisque c'est moi qui l'ai auto-publié. Donc je peux vous montrer quelques petites choses. Donc là, vous voyez, il y a toutes les explications pourquoi certains grossissent, pourquoi certains maigrissent. Pour info, j'ai voulu que ça soit quelque chose d'assez, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais d'assez coloré avec des tableaux où vous pouvez vous auto-évaluer. Il y a aussi des schémas avec les conflits. Voilà, les conflits, ça vous explique ce qu'est un conflit, où ça vous amène. Et toute la page aussi de conseils à la fin, je vous montre à l'envers, mais avec tous les petits tableaux que vous pouvez remplir. Ça, vous pouvez le trouver soit sur le site internet, soit sur Amazon. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. N'hésitez pas à me faire des retours, même par la page de Facebook. Et puis, de toute façon, je continuerai à mettre des informations. Si des gens ont déjà travaillé, là, c'est un petit appel pour certains ou certaines, ont déjà travaillé sur
le travail des émotions. Si certains ont envie de partager avec moi leur expérience, sachez que des fois, j'aime pouvoir mettre des portraits sur le blog. Donc, si quelqu'un a envie de partager une expérience en lien avec le poids, les émotions, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra éventuellement envisager de faire un portrait.